Venir en mission en Haïti n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une mission facile, mais c'est une mission passionnante parce que nous pensons que accomplir le mandat de l'UNESCO à travers l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information à destination des jeunes, des femmes, des politiques. L'éducation, c'est la base de tout. C'est à travers l'éducation qu'on bâtit une nation. C'est à travers l'éducation, la formation, qu'on éduque, qu'on élève des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont vocation à mener le pays, Haïti, à un développement durable. Mais il est essentiel pour nous de relancer ces activités-là, de montrer aux bailleurs, de montrer au gouvernement qu'il y a des jeunes Haïtiens talentueux, comme les grenadiers, dans leur domaine culturel, scientifique, informationnel, qui peuvent donner un autre narratif positif d'Haïti, une autre image positive d'Haïti. Donc, écoutez, on ne peut être que fier de ce que les grenadiers ont accompli durant leur parcours à la Coupe du Monde. Moi, j'ai suivi le dernier match, malheureusement seul, mais c'était avec beaucoup d'émotion lorsque Isidore met ce coup de canon qui vient d'une autre planète. La préservation de la culture, du patrimoine, c'est la préservation de l'identité d'une nation, d'un peuple. La crise multidimensionnelle que traverse Haïti, les acteurs culturels, créatifs, ne travaillent plus quasiment à Port-au-Prince. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de spectacles. Donc c'est une industrie, c'est une économie qui est au point mort. Donc l'UNESCO a décidé de lancer un projet assez intéressant pour remobiliser les acteurs culturels. Et aujourd'hui, on a des jeunes en situation de handicap qui ont pu reprendre leurs activités culturelles, leurs activités artistiques, créatrices. Certainement, nous avons exploré divers projets et nous avons parlé de beaucoup de projets. Lequel de ces projets pensez-vous incarne le mieux ce que l'UNESCO veut apporter en Haïti? Lequel de ces projets? Généralement, on a parlé de Haïti, nous toujours avec crise là. Mais on n'a pas parlé assez de qui ça a construit là-dedans. Pourtant, dans un moment, ça même, que les jeunes écoliers qui ont affronté dans le crise sur l'environnement. Et les jeunes ingénieurs qui ont imprimé en 3D jusqu'à modéliser par l'air et sans souci. Et de l'autre jeunes même qui apprennent comment ils ont identifié, repérer et une fausse information avant même qu'ils aient décidé de partager. Derrière tout exemple ça que je prends là, il y a un nom. Et non, ça c'est UNESCO. Généralement, pile nous entendons parler de nom, ça, mais nous ne connaissons pas exactement qui s'allie, qui travaille qu'il a fait en Haïti, surtout dans le présent moment. Ça. Et pour répondre avec ça, dans la courte entrevue qu'on va regarder là, nous avons avec nous représentant résident UNESCO, M. Eric Volibi. Merci pour l'entrevue. Certainement, nous sommes ici pour parler de l'UNESCO, le travail que vous faites en Haïti. Mais d'abord, avant de parler de l'institution, parlons de la personne derrière l'institution, c'est-à-dire vous. Qui est M. Eric Volibi et comment devient-on représentant de l'UNESCO? Merci à vous, bonjour. Merci de bien vouloir accorder cette interview à la personne que je suis, au-delà de la fonction de représentant de l'UNESCO. Je suis un père de famille d'origine ivoirienne, africaine, qui est passionné par beaucoup de sujets, le sport, la culture, l'éducation, et qui a envie de rendre service. Je suis une personne simple, mais en même temps qui est en quête de résultats, d'impact sur tout ce que je fais. Donc voilà qui est Eric Volibi. Intéressant. Donc vous avez dit que vous êtes une personne assez simple, vous aimez le sport, la culture, c'est-à-dire ce que fait l'UNESCO, c'est que vous partagez ses valeurs, certainement. Absolument. Je pense que pour intégrer une agence comme l'UNESCO, il faut déjà avoir ses valeurs. Vous posez la question de comment on devient représentant. On ne prévoit pas de devenir représentant. C'est toute une carrière, c'est tout un cursus et c'est aussi
le hasard de la vie, c'est aussi des passions et c'est aussi essayer de sortir, la volonté de sortir de sa zone de confort à la quête de nouveaux challenges qui vous permettent d'accéder à ces positions-là. Ok, intéressant. Vous avez parlé de sortir dans notre zone de confort et accéder aux nouveaux challenges. Et en fait, concrètement, dans votre rôle à l'UNESCO, est-ce que vous identifiez des challenges ou bien en prenant le rôle, est-ce que vous avez identifié des challenges à attaquer? Je pense que c'est aussi l'occasion de parler rapidement de ce qu'est l'UNESCO et puis de ce qu'est votre vision à la tête de cette institution. Ben écoutez, l'UNESCO, aujourd'hui, nous avons un nouveau directeur général, M. Khaled El Anani, qui, pour lui, l'UNESCO est une organisation à destination des peuples, des populations. Donc l'UNESCO pour les peuples, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes dans une volonté d'impacter les populations. Le mandat de l'UNESCO, c'est bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Quand je vous parlais de sortir de la zone de confort, venir en mission en Haïti n'est pas une chose aisée, c'est pas une mission facile, mais c'est une mission passionnante parce que nous pensons que accomplir le mandat de l'UNESCO à travers l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information à destination des jeunes, des femmes, des politiques, parce que nous travaillons également avec le gouvernement, avec les ONG, pour amener toutes ces personnes-là à bâtir la culture de la paix, parce que Haïti, aujourd'hui, a réellement besoin d'une culture de la paix, a réellement besoin de paix pour se développer pour sa jeunesse. Intéressant. Et bon, voilà. En fait, dans votre réponse, vous avez parlé de collaboration que vous faites avec l'État haïtien et le gouvernement, surtout à destination ou bien au développement de la jeunesse. Et dans certains projets que vous avez réalisés, notamment Écogénie, vous avez fait des partenariats avec le ministère de l'Environnement, de la formation professionnelle aussi. Vous avez d'autres projets comme GenTech et tout ça, et vous avez d'autres projets comme des formations, de désinformation. Donc, comment ces projets contribuent dans la mission de l'UNESCO? Et en quelque sorte, vous avez parié sur l'éducation, parce que la majorité de ces projets sont destinés à un public de jeunes, c'est-à-dire aux élèves du secondaire. C'est quoi? La question, c'est comment ces projets contribuent dans la mission de l'UNESCO et puis pourquoi vous pariez sur l'éducation, certainement? Mais écoutez, l'éducation, c'est la base de tout. C'est à travers l'éducation qu'on bâtit une nation. C'est à travers l'éducation, la formation, qu'on éduque, qu'on élève des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont vocation à mener le pays, Haïti, à un développement durable. Donc, pour l'UNESCO, la question environnementale passe par l'éducation des plus jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette compétition Écogénie pour permettre aux plus jeunes de comprendre ce que c'est que les problématiques environnementales qui les entourent et permettre à ces jeunes-là de travailler en équipe, d'avoir un esprit d'équipe, d'avoir la curiosité pour aller chercher l'information, pour comprendre les risques environnementaux, puisque Haïti est un pays qui est sensible aux vulnérabilités, des effets du changement climatique, des risques de désastres, des catastrophes naturelles et autres. Et nous pensons qu'en passant par les jeunes, par les enfants, ceux-ci permettront à éduquer leurs parents, les adultes qui n'ont pas compris que la question de la préservation de l'environnement touche les questions de santé publique, touche les questions économiques et touche leur vie sociale. Donc pour nous, éduquer les jeunes, les enfants à la question environnementale est très importante. Intéressant. Et vous avez parlé, de la situation d'Haïti qui est plus ou moins
plus vulnérables ou bien aux défis de l'environnement, certainement. Nous avons eu différentes péripéties par le passé, les cyclones, etc. Mais aussi, nous avons subi, comment dire, et nous avons vécu, et malheureusement, et goudou, comment dire, et vous avez un projet, en fait, qui, en quelque sorte, touche ce sens, le projet GeneTech 3D, qui est à destination des ingénieurs civils. Donc, certainement, c'est par le 3D. Et puis, le 3D, l'impression 3D est aussi considérée et quelque chose d'économique dans la construction de maisons. Donc, certainement, nous voyons le lien, mais en vos propres mots, pourquoi un projet de ce sens en Haïti et en ce moment? Bah écoutez, c'est un projet complémentaire. C'est un projet qui vient en complément d'un grand projet financé par le Fonds d'adaptation des Nations Unies, qui est un projet qui a deux volets, un volet de reconstruction, de réhabilitation d'infrastructures scolaires avec des normes paracycloniques et parasismiques. Un deuxième volet qui est un volet de plaidoyer, de formation, de sensibilisation auprès des acteurs qui sont dans l'environnement scolaire, mais également dans la construction. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons fait des formations à environ 500 ingénieurs, 500 universitaires, des contremaîtres, des maçons, dans la construction paracyclonique et parasismique. Et dans ce cadre, il y avait un volet formation à l'impression 3D. Nous pensons que la modélisation 3D aujourd'hui est une innovation qui permettra aux jeunes ingénieurs de modéliser leur maquette en tenant compte des paramètres paracycloniques, en tenant compte de la réalité climatique et de la vulnérabilité d'Haïti pour modéliser déjà les structures, comprendre quelles sont les difficultés à aborder dans la construction de ces infrastructures, en particulier scolaires et peut-être des monuments historiques, le patrimoine matériel en Haïti, comment les réhabiliter. Et ces techniques-là leur permettront d'avancer, de gagner beaucoup plus de temps dans la réhabilitation et la construction. Donc, c'est un projet qui a vocation à amener cette nouvelle technologie de modélisation 3D, et ensuite on verra avec le ministère des Travaux publics et de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement en général, comment est-ce qu'on pourrait vulgariser cette technique, cet apprentissage-là, pour que les jeunes puissent se l'approprier. Et en parlant des chantiers ou bien des projets que vous dirigez, il y a un projet assez intéressant et assez important pour nous comme plateforme média. Et bon, certainement, au début, ou bien off-camera, vous avez parlé que c'est votre première entrevue accordée à un média ou bien à une plateforme jeune. Mais aussi, la question de médias n'est pas sans intérêt pour l'UNESCO, c'est-à-dire vous avez décidé d'investir dans les jeunes pour combattre la désinformation sur les médias. Pourquoi un projet, et en ce sens, est important pour l'UNESCO? Écoutez, dans une des missions assignées à l'UNESCO par les Nations Unies, il y a la question de la protection des journalistes et la liberté d'expression. Donc, dans ce cadre-là, nous avons des programmes sur la protection et la sécurité des journalistes et la promotion de la liberté d'expression. Mais qui dit liberté d'expression n'autorise pas tout. Dans ce cas, nous avons un programme dénommé Éducation aux médias à l'information qui promeut la lutte contre la désinformation, contre la mésinformation, le cyberharcèlement et toute autre forme de mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui peuvent mener à certains désastres dans certains pays, en particulier Haïti, où nous sommes dans une période préélectorale. Il est important de sensibiliser les jeunes au bon usage des réseaux sociaux, et un média comme le vôtre, jeune, dirigé par des jeunes, je pense que c'était une opportunité, une occasion de promouvoir ce média en vous accordant cette interview pour échanger, pour comprendre aussi les dynamiques de la jeunesse haïtienne et améliorer notre mission. Intéressant, intéressant. Bon, nous vous remercions.
et nous apprécions certainement. Il y a eu le chantier de l'UNESCO et que vous avez des projets en ce sens qu'on aimerait aborder, principalement culture et patrimoine. Vous avez supporté les artisans de Noailles, vous avez investi dans la numérisation des archives de l'ISPAN. Ce chantier, pourquoi ce chantier ou bien pourquoi investir dans ce genre de projet est important pour l'UNESCO? Mais écoutez, la préservation de la culture, du patrimoine, c'est la préservation de l'identité d'une nation, d'un peuple. Les artisans de Noailles ont vécu un drame avec la destruction de leur village. Ils ont été obligés de quitter cette zone. Il y avait un risque qu'on perde ce patrimoine culturel inestimable, que chaque artisan se déplace, parte ailleurs, ne transmette pas. Donc l'idée, c'était de préserver déjà ces techniques particulières, propres à Haïti, afin que les artisans puissent continuer à avoir des ressources économiques, mais en même temps qu'ils puissent transmettre aux jeunes générations comme ces techniques leur ont été transmises. Et le rôle de l'UNESCO, c'est justement de préserver ce type de patrimoine immatériel, matériel. Vous avez parlé de la numérisation de certaines archives de l'ISPAN. Ceci est important. Haïti est soumis aux inondations, aux cyclones, aux tempêtes. On peut, malheureusement, si on est encore dans des archives papier, avoir le risque de perdre toutes ces archives-là. Donc l'idée, c'était d'accompagner l'ISPAN afin que l'ISPAN puisse numériser, archiver ces documents. Et donc voilà, et la culture est essentielle. On n'est pas que dans le patrimoine, on est également dans les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on se rend compte avec la crise multidimensionnelle que traverse Haïti, les acteurs culturels, créatifs, ne travaillent plus quasiment à Port-au-Prince. Il n'y a plus de concerts, il y a plus de spectacles. Donc c'est une industrie, c'est une économie qui est au point mort. Donc l'UNESCO a décidé de lancer un projet assez intéressant pour remobiliser les acteurs culturels. Et aujourd'hui, on a des jeunes en situation de handicap qui ont pu reprendre leurs activités culturelles, leurs activités artistiques, créatrices. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie de relancer. Ce n'est pas facile parce que avec les priorités sécuritaires alimentaires en Haïti, la culture passe au second plan, mais il est essentiel pour nous de relancer ces activités-là, de montrer aux bailleurs, de montrer au gouvernement qu'il y a des jeunes Haïtiens talentueux, comme les grenadiers, dans leur domaine culturel, scientifique, informationnels, qui peuvent donner un autre narratif positif d'Haïti, une autre image positive d'Haïti. Donc c'est ce que l'UNESCO essaie d'accompagner. Certainement, au début de l'entrevue, vous avez parlé que vous êtes un amant du sport. Donc certainement, vous êtes fier de ce que les Grenadiers ont accompli jusqu'ici. Ben écoutez, on ne peut être que fier de ce que les Grenadiers ont accompli durant leur parcours à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir que Haïti puisse se qualifier au tour prochain, mais déjà, je pense que les Grenadiers ont dignement représenté le pays. Moi, j'ai suivi le dernier match, malheureusement seul, mais c'était avec beaucoup d'émotion. Lorsque Isidore met ce coup de canon qui vient d'une autre planète, on est tous fiers et heureux d'accompagner la nation haïtienne. Intéressant, intéressant. Nous, on a voulu parler des différents projets, mais on a voulu prendre l'exemple des différents projets que l'UNESCO fait en ce moment. Mais en vous écoutant raconter ou bien parler de ces projets, certaines choses sont assez récurrentes. C'est-à-dire, certains projets découlent de la nature, de la nature même du pays, ou bien des problèmes structurels que font face le pays. Vous avez parlé du fait que Haïti est un pays vulnérable aux problèmes d'environnement ou bien aux problèmes de changement climatique. Et certains de vos projets aussi découlent
d'incidents malheureux que subit une partie de la population, ou bien une certaine partie de la population. Nous avons pris l'exemple des artisans de Noël. Ma question serait comment UNESCO comment UNESCO conçoit ces projets, et puis quelle variable prenez-vous en considération? Certainement, vous avez pris l'exemple, vous avez pris les contraintes sécuritaires du pays, donc c'est-à-dire quel est le mental model comme c'est des projets, comment vous les concevez, et aussi quelles sont les variables que vous prenez en compte pour ces projets-là. Écoutez, l'UNESCO, comme je vous dis, c'est une agence dont le directeur général promeut une UNESCO des peuples. C'est-à-dire que nous travaillons pour les populations et avec les populations. Donc l'idée pour nous, c'est de co-construire les projets avec les bénéficiaires et les populations, afin que ce ne soit pas des projets qu'on prenne de Paris et qu'on vienne imposer en Haïti. Il faut qu'on comprenne les réalités locales, il faut qu'on comprenne les attentes des bénéficiaires. Donc, les spécialistes de programme ici travaillent avec les populations, nous travaillons avec les bailleurs, nous travaillons avec le gouvernement, parce qu'il est essentiel de travailler avec le gouvernement pour construire un projet qui aura un impact vis-à-vis des populations. Donc voilà, donc l'idée pour nous, c'est véritablement de co-construire les projets afin d'avoir un impact meilleur. C'est ce que nous avons fait avec la compétition sportive interuniversitaire qui a eu un fou succès avec la participation de 32 universités à travers le département de l'Ouest, du Nord, du Sud. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les populations, comprendre leurs attentes et déployer un projet ou des projets qui leur parlent, qui les touchent, qui ont un impact dans le changement de leur quotidien. Ok. Et bon, certainement, nous avons exploré divers projets et nous avons parlé de beaucoup de projets. Lequel de ces projets pensez-vous incarne le mieux ce que l'UNESCO veut apporter en Haïti? Lequel de ces projets? J'espère que certains projets ne seront pas jaloux. Ben écoutez, je pense que tous les projets que nous mettons en place en Haïti sont des projets importants. Je ne peux pas choisir un projet en particulier parce que, vous savez, je vous disais tout à l'heure que j'étais un père de famille. Pour moi, chaque projet est comme un enfant. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas avoir de préférence particulière d'un projet sur, par exemple, la protection des journalistes, d'un projet sur tout ce qui est construction de blocs sanitaires qui touche l'hygiène sanitaire des enfants. C'est quelque chose aujourd'hui où on a apporté beaucoup d'innovations. On aura des inaugurations très bientôt. La réhabilitation, la construction des écoles. Nous avons apporté de l'innovation avec des isolations phoniques et des isolations thermiques dans les salles de classe parce que nous avons constaté que dans les salles de classe, il y avait juste la toiture et le bruit, la chaleur dans les salles de classe était complètement insupportable pour les enfants et les enseignants. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça. La culture, j'ai vu le groupe NAM qui a fait un très beau projet avec des jeunes qui sont venus de partout du pays. On a, comme je disais tantôt, des groupes avec des personnes en situation de handicap. Donc, il y a énormément de projets. GenTech, j'ai vu de centaines de jeunes femmes ingénieurs passionnées. Donc voilà. Donc, je pense que l'UNESCO, c'est pour nous, les 5 grands programmes sont essentiels au développement d'Haïti. Et comme nous avons une idéologie, une idée précise, que ce soit l'UNESCO des peuples, donc pour nous, le plus important, c'est la satisfaction des bénéficiaires, c'est l'impact sur les populations, c'est le changement qu'on a sur la vie des populations. Tout au long, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, en fait, ce mot, bien ce thème assez présent dans votre discours, l'UNESCO des peuples. C'est quoi exactement? C'est quoi le message, mais c'est quoi la vision? L'UNESCO des peuples, c'est la vision du nouveau directeur général de l'UNESCO. Qui a pour objectif
de travailler à destination des populations, avec les populations, pour le bien-être des populations. Donc, l'idée de l'UNESCO des peuples est essentielle pour nous aujourd'hui à l'UNESCO parce que tout ce que nous faisons, ce sont pour les populations. Tout ce que nous faisons, c'est pour les peuples des différents pays dans lesquels nous opérons. Et donc, pour nous, il est essentiel de comprendre en tant que fonctionnaire de l'UNESCO que lorsque nous mettons en œuvre un projet, ce n'est pas juste des chiffres. Il y a des individus, il y a des vies, il y a des enfants derrière. Et donc, nous avons l'obligation, avec le peu de ressources que nous avons aujourd'hui, d'être efficaces, efficients, afin de pouvoir apaiser la souffrance des populations, afin de pouvoir accompagner les gouvernements à mettre en place des politiques publiques pour un développement durable et une situation et un climat apaisé pour permettre à la jeunesse haïtienne de s'exprimer, d'exprimer son talent. Ok, merci. Bon, encore une fois, tout au long du discours, et certainement ces mots aussi, ou bien ces domaines sont présents dans la mission de l'UNESCO, et c'est-à-dire l'éducation, la communication, la culture, la science, et comment ces domaines comment ces domaines collaborent entre eux pour œuvrer et dans la mission, bien dans la problématique et que l'UNESCO veut résoudre en Haïti. Écoutez, l'éducation pour l'UNESCO, c'est d'apporter le savoir, l'apprentissage. Les sciences permettent d'accompagner une prise de décision avec des éléments factuels. Donc vous comprenez que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de science. Il y a pas de science. La communication et l'information permettent d'avoir une information crédible et transparente. S'il n'y a pas d'information crédible, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de données scientifiques pour une aide à la prise de la décision. La culture, comme je le disais tantôt, c'est l'identité d'un peuple. Si nous ne préservons pas la culture, et Haïti est rempli de talents culturels, est rempli d'histoire. C'est un pays d'histoire, de peuple, de littérature. Si nous ne préservons pas cela, si nous n'alimentons pas cela, il n'y aura pas d'éducation. Parce qu'il n'y aura pas d'histoire pour pouvoir transmettre aux enfants. La science ne pourra pas s'appuyer sur des données historiques pour aider à la prise de la décision, et la communication et l'information. Vous, les médias, ne pourriez pas vous inspirer de cette culture-là pour pouvoir faire rayonner Haïti. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des artistes haïtiens à travers le compas, par exemple, qui donnent un autre narratif à Haïti. Donc, c'est cela l'UNESCO. L'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information pour permettre aux hommes et aux femmes de promouvoir la culture de la paix. Intéressant. Et je crois savoir que l'UNESCO est la seule agence onusienne mandatée pour les questions d'intelligence artificielle. Et généralement, en termes d'intelligence artificielle ou bien en termes de technologie, il y a généralement deux grandes cultures. Et une culture anglophone, c'est-à-dire laisser libre cours au capitalisme ou bien free market. Et puis il y a la culture francophone qui est plutôt régulation ou bien qui est plutôt éthique. Quelle est la vue ou bien comment on voit ou bien quelle est la position de l'UNESCO par rapport à l'intelligence artificielle, surtout en Haïti? Écoutez, toutes les agences des Nations Unies travaillent sur l'intelligence artificielle. Ça, il n'y a pas d'exclusivité sur la question de l'intelligence artificielle. À la différence que l'UNESCO, encore une fois, comme une agence qui cherche toujours la protection des populations. Je vous avais dit tout à l'heure, l'UNESCO des peuples. L'UNESCO est la seule agence des Nations Unies qui a mis en place une recommandation de l'usage éthique
de l'intelligence artificielle qui a été adoptée par les 194 États membres. Donc aujourd'hui, c'est la recommandation de l'UNESCO sur l'usage éthique de l'intelligence artificielle qui fait foi. Comme vous savez, l'intelligence artificielle, c'est beau, mais on parle de données. On parle de données de personnes. Comment est-ce que réguler l'usage des données de ces populations-là? Pour l'UNESCO, il était important de pouvoir évaluer dans chaque État la réglementation, les infrastructures et tout ce qui contribue à l'écosystème de l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce cadre que l'UNESCO, dans différents pays, met ce qu'on appelle une évaluation de l'état de préparation des États, des pays, à l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Et nous espérons très bientôt lancer cette évaluation en Haïti, en collaboration avec la ministre du Plan et de la Coopération extérieure, parce que malheureusement en Haïti, nous n'avons pas un ministère chargé des infrastructures numériques ou du numérique. Et donc, voilà. Intéressant. Et UNESCO est essentiellement, ou bien la culture est assez importante pour UNESCO, mais on n'est pas sans savoir que vous avez aussi parlé aussi de UNESCO des peuples, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les risques, ou bien on parle souvent assez de risques liés à l'intelligence artificielle, certainement par rapport à la culture et aussi par rapport avec l'impact que ça peut avoir sur les générations à venir, ou bien sur le marché du travail, ou bien le monde du travail. Certainement, vous ne travaillez pas directement dans ça, mais vous avez parlé des UNESCO des peuples, ou bien la population, c'est extrêmement important pour vous. Donc, dans ce cadre que vous avez développé, ou bien que vous avez présenté et qui est mandaté, et que l'Union européenne, les Nations unies ont voté en faveur. Donc, quelle est la position, bien quelle est la vue de l'UNESCO par rapport à ça, par rapport au risque de l'intelligence artificielle? Mais écoutez, comme je vous disais, il y a une recommandation qui est en place. Et donc, cette recommandation permet de mettre la régulation, la législation en place. Donc, justement, pour pouvoir préserver les intérêts des uns et des autres. À l'UNESCO, nous utilisons l'intelligence artificielle dans l'éducation. Cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle remplacera les enseignants ou que les élèves et étudiants ne feront plus leurs devoirs par eux-mêmes. Donc, il y a une nouvelle révolution industrielle qui est en marche, qui est l'intelligence artificielle. Il faut simplement savoir l'utiliser pour préserver la sérénité des populations, pour préserver les droits des acteurs culturels et pour s'assurer de la qualité de l'information qui va circuler à travers l'intelligence artificielle. En fait, vous avez parlé de l'importance, ou bien vous avez parlé que l'UNESCO, certainement, est orienté résultat. C'est-à-dire vous analysez le terrain, ce qui se fait, et puis vous proposez des programmes adaptés à ces contextes. Et vous savez que Haïti est en situation de crise depuis quelque temps. Donc, comment pensez-vous, ou bien quelle méthodologie utilisez-vous pour faire en sorte que votre mission, ou bien vos programmes atterrissent? Et puis, quelle méthodologie utilisez-vous pour suivre et évaluer les résultats de ces programmes ou bien de ces projets? Mais écoutez... Surtout en contexte de crise. Oui, c'est une très bonne question parce que l'UNESCO n'est pas une agence humanitaire. Nous sommes une agence spécialisée pour le développement. Et donc, notre mission ici à Haïti est très difficile parce qu'il faut pouvoir mobiliser des ressources sur des projets à moyen et long terme, alors que nous sommes dans une situation d'urgence sécuritaire, d'urgence alimentaire, d'urgence humanitaire. Donc, tous les financements, 90% des financements sont orientés vers ces sujets-là. Ce que l'UNESCO essaie de faire, c'est justement de comprendre les besoins des populations sur ce type de projet, d'apporter de l'innovation
de co-créer les projets avec les populations et ensuite avoir un impact probant sur ces populations afin de démontrer aux bailleurs qu'il est essentiel, par exemple, d'équiper les journalistes avec du matériel de protection comme les journalistes internationaux qui viennent couvrir des événements en Haïti. Il a été triste de constater que lors de l'inauguration de l'hôpital d'État, des journalistes sont décédés parce qu'ils n'étaient pas équipés, parce qu'ils n'étaient pas formés à leur propre sécurité. Donc ça, ce sont des sujets, par exemple, qui peut-être n'intéressent pas les bailleurs. Mais nous, l'UNESCO, nous sommes dans l'obligation d'identifier ce genre de problème avec le gouvernement, d'essayer d'apporter une solution en montrant que, en équipant les journalistes, en les formant au premier secours, en les formant à leur propre sécurité, ces journalistes-là peuvent couvrir des événements assez difficiles tout en étant en bonne sécurité. Et donc, ça nous permettra d'avoir des informations claires et transparentes et la bonne information. Donc, ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder, à financer, mais nous essayons justement, avec les journalistes, de toucher ce sujet, de démontrer aux bailleurs et au gouvernement que c'est vrai, il y a la crise humanitaire, il y a la crise sécuritaire, mais si on n'a pas de journalistes, on n'a pas l'information. Si on n'a pas de journalistes, les populations qui sont dans les campagnes ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Donc, il est important aussi de s'occuper des journalistes. Donc, voilà un peu comment nous opérons, voilà un peu comment nous essayons, autant que faire se peut, de mener notre mission dans ce contexte de crise humanitaire, sécuritaire, qui n'est pas nécessairement favorable aux agences de développement. Ok, intéressant. Et bon, comme nous l'avons précisé tout le long de l'entrevue, nous sommes une plateforme assez jeune et c'est-à-dire la majorité de notre audience est jeune. Vous avez des projets aussi orientés jeunesse, beaucoup de projets. Nous vous félicitons d'ailleurs en ce sens pour le travail que vous accomplissez en ce sens. Et ma question serait, ou bien, si vous pouviez profiter de cette plateforme pour parler, ou bien vous mettre en lumière spécifiquement les projets, ou bien les programmes, ou bien les champs d'action liés spécifiquement à la jeunesse, et elle serait quoi? Mais écoutez, c'est comme je vous ai dit, nous avons différents projets, éducation, culture, sciences. Mais ce que je veux simplement dire à la jeunesse haïtienne que je suis très impressionné par la résilience de la jeunesse haïtienne, par l'intelligence de la jeunesse haïtienne, par la créativité de la jeunesse haïtienne. Ce que cette jeunesse vit depuis plusieurs années en Haïti, je ne connais pas beaucoup de jeunesse de différents pays dans le monde qui le subissent. Malgré tout, vous réussissez à créer un média, Bench, qui fonctionne. On a des artistes locaux, on a des entrepreneurs, on a des jeunes filles qui font des choses excellentes. On a des sportifs, des arbitres féminins. Donc, toute cette activité de la jeunesse haïtienne ne peut donner que du respect, ne peut qu'encourager l'UNESCO à accompagner cette jeunesse dans ses activités. Encore une fois, nous co-créons. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de financement parce que, comme je le disais, nous sommes dans un contexte humanitaire, mais nous avons la chance d'avoir une coordonnatrice résidente des Nations Unies ici en Haïti qui travaille à ce qu'on appelle le Triple Nexus, qui est humanitaire, paix et développement. Donc, elle essaie de
gérer tous les flux financiers qui arrivent afin de pouvoir gérer l'humanitaire, gérer les questions de paix, mais aussi gérer les questions de développement qui vont toucher donc la jeunesse. Donc pour nous, c'est vraiment féliciter la résilience de la jeunesse haïtienne, son intelligence et sa crédibilité et sa créativité surtout. Et en parlant de résilience, l'UNESCO aussi est résilient parce que vous évoluez dans la même situation, bien dans le même pays que nous et dans le même contexte surtout. Et si vous deviez, par rapport et autant que, ou bien par rapport, depuis que vous êtes installé, ou bien depuis que, et pendant votre mandat, si vous deviez faire, comment dire, une auto-évaluation de la qualité du travail que vous avez fait, ou bien de l'impact, de la qualité de l'impact de votre travail, et ce serait quoi? Y a-t-il une note ou bien... Ben, écoutez, je pense que ce sont les bénéficiaires qui peuvent m'évaluer. Je n'aurai pas la prétention de m'évaluer. Je pense que c'est les jeunes, ce sont les associations, c'est le gouvernement qui peut légitimement évaluer l'action qui a été menée par le bureau de l'UNESCO en Haïti depuis ma prise de fonction ici à Port-au-Prince. Donc, je ne saurais vous le dire. Je pense qu'on essaie, encore une fois, avec le peu de moyens que nous avons, de faire le maximum pour impacter les populations. On essaie de faire le maximum pour satisfaire les politiques, parce que nous travaillons aussi dans le normatif. En dehors des activités opérationnelles, il y a des activités normatives, la question de la révision curriculaire. Donc nous travaillons sur un certain nombre de sujets normatifs, et donc aussi le gouvernement, tant le gouvernement que les populations sont les seuls à pouvoir m'évaluer, et peut-être aussi mes collaborateurs, à qui je voudrais rendre un hommage ici, parce que sans eux, cette mission ne peut pas se dérouler correctement. Ok. Et bon, en parlant d'évaluation, certainement, vous avez parlé que, en fait, les collaborateurs ou bien les parties prenantes de l'UNESCO sont les plus légitimes pour évaluer, mais si nous devrions, suivre de près le travail de l'UNESCO, si nous devrions mesurer ou bien être au courant des avancées des chantiers de l'UNESCO, c'est-à-dire quels sont les indicateurs à suivre, les indicateurs de performance importants pour vous, quels sont les indicateurs de nous, la jeunesse, à suivre pour être au courant et pour être bien imbu du travail ou bien de l'impact ou bien des résultats et de l'UNESCO en Haïti? Écoutez, en termes d'indicateurs de performance, par exemple, il faut regarder, si vous prenez la question de la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires, il faudra regarder combien d'écoles ont été réhabilitées, construites. Et je voudrais ici remercier le Canada, le Brésil et le Fonds d'adaptation pour apporter le financement pour ces reconstructions. Remercier aussi l'Union européenne pour son financement sur un projet statistique et de pilotage de gouvernance de l'éducation dans le Nord-Est. Donc, si vous voulez nous évaluer, c'est de voir aller dans le Grand Sud, aller dans le Grand Nord, aller dans les NIP pour voir les écoles qui ont été réhabilitées, la qualité des infrastructures, les innovations que nous avons apportées, le confort que nous avons apporté aux étudiants avec la création d'aires sportifs de jeu, la qualité avec, comme je disais, tout ce qui est isolation phonique et thermique, la qualité des blocs sanitaires, parce qu'il est important de s'assurer de l'hygiène des enfants lorsqu'ils sont en salle de classe. L'UNESCO, aujourd'hui, a révolutionné tout ce qui est bloc sanitaire. Je ne dirais pas révolutionné, a apporté une innovation. Aujourd'hui, il n'y a plus de blocs sanitaires construits nouvellement avec des latrines, parce que l'UNESCO a poussé afin qu'il y ait des toilettes modernes pour tout le monde, partout où les nouvelles
infrastructures sanitaires seraient construites. Donc voilà comment vous pouvez nous évaluer sur, par exemple, un projet de ce type. Intéressant. Et que pouvons-nous attendre de l'UNESCO en termes de projet ou bien en termes d'initiatives ou bien d'actions pour les prochains 6 mois en Haïti? Écoutez, nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires sur des problématiques jeunesse, sportives. Comme je disais une fois, nous n'avons pas attendu le mondial. L'UNESCO, en tout cas, n'a pas attendu le mondial pour adresser la problématique du sport en Haïti. Donc, nous discutons avec des bailleurs sur la relance des compétitions sportives interuniversitaires. Nous travaillons sur la réhabilitation de la maison Anténor Firmin comme un musée, parce que c'est un personnage emblématique. Et je voudrais ici remercier l'ambassadrice d'Esquiron auprès de l'UNESCO, ambassadrice déléguée permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, pour avoir initié ce projet pour lequel nous nous battons pour mobiliser des fonds pour que cette maison soit transformée en musée et soit transformée en médiathèque afin que les jeunes, justement, du Nord, d'Est, puissent venir s'imprégner de l'histoire d'Anténor Firmin, puissent travailler, étudier dans cette maison et puissent répliquer ce que ce grand personnage haïtien a pu réaliser de grand. Intéressant. Donc, principalement, nous pouvons nous attendre de l'UNESCO avec des projets dans le sport et surtout dans la culture, spécifiquement pour la valorisation de ce personnage Anténor Firmin que vous avez cité. Et si nous devions terminer l'entrevue avec un message pour la jeunesse, cette jeunesse qui vous tient tant à cœur, bien cette jeunesse qui tient l'UNESCO tant à cœur, quel serait ce message? C'est de dire à la jeunesse haïtienne de continuer de se battre avec dignité, avec fierté, de continuer d'être résilient, de continuer d'être créatif, parce que seul le travail permet d'aboutir, d'atteindre ses objectifs, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. Il est clair que l'environnement haïtien n'est pas un environnement facile, mais se sortir, réussir dans cet environnement vous permettra de réussir partout dans le monde, quel que soit l'endroit dans lequel vous opérez. Donc, la seule chose qu'on puisse vous dire, que je puis vous dire, c'est que je suis fier de vous. J'envie votre intelligence, j'envie votre résilience, j'envie votre créativité. Merci de cette grande leçon que vous nous donnez tous les jours. Merci. Alors, on était censé terminer l'entrevue après cette question, mais il y a une partie où il y a quelque chose que vous avez dit que je trouve extrêmement intéressant. J'aimerais vous demander d'étaler un peu là-dessus. Vous avez dit aux jeunes que réussir en Haïti vous permettra de réussir partout ailleurs. Pourquoi ça? Pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est contre-intuitif en fait. Parce que simplement l'environnement est difficile. Je veux dire, un jeune haïtien qui réussit ici, dans des conditions de crise multidimensionnelle, dans des conditions sécuritaires impossibles à tenir, si il est dans un environnement structuré, paisible, je pense que ça sera plus facile pour lui de faire les choses, de créer, de se développer. Donc, franchement, j'ai beaucoup voyagé grâce à l'UNESCO et par curiosité également. Franchement, la jeunesse haïtienne peut être fière d'elle. Elle n'a pas à rougir devant une quelconque autre jeunesse. Surtout cette jeunesse qui évolue à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au CAI, dans la Grande Anse. Je pense que vous pouvez être fiers de vous.
vous pouvez être vous, par exemple, avec votre équipe, vous pouvez être fier de vous parce que monter un média sur les réseaux sociaux comme le vôtre, avec tous ces équipements, ça demande de la créativité, ça demande du financement, ça demande beaucoup d'efforts. Dans un environnement qui n'est pas favorable, qui n'a pas, où il n'y a pas d'accompagnement. Dans certains pays, il y a des financements qui sont disponibles pour ça. Mais vous, vous avez réussi à créer un média qui fonctionne dans cet environnement-là. Donc, si demain, vous devez étendre Bunch Media dans un autre pays pour la diaspora, je pense que ça sera plus facile pour vous d'en faire une belle chaîne de télé. Bon, certainement avec de meilleures infrastructures comme vous l'avez dit. Et bon, nous vous remercions et en fait pour ces mots de gentillesse à notre égard. Nous vous remercions aussi pour le temps que vous nous avez consacré pour cette entrevue. Nous vous remercions aussi nous vous félicitons pour le travail que vous faites à la tête de l'UNESCO et nous remercions aussi et apprécions le travail que fait l'UNESCO pour cette jeunesse, notamment les divers projets que vous avez réalisés cette année. Et nous espérons pouvoir faire une autre entrevue en cours de route pour parler de l'avancement des projets que vous avez cités pour ces prochains 6 mois, nous l'espérons. Donc, merci, monsieur Eric. Merci. Olivier. Merci à vous. Ça fait un plaisir de vous accueillir sur Bunch Media. Merci. Merci à vous. Merci.